Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes deux aujourd'hui, donc moi, Raphaël de Foucault et Angélique Gimnez. Nous sommes des chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Donc ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Alors, nos émotions sont souvent mal comprises ou évitées, alors qu'elles peuvent en fait nous guider et nous aider à grandir. Et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui dans notre épisode 242 grâce à Angélique. Alors, nouvelle formule dans Bulle de Bonheur, nous allons avoir ce dialogue avec Angélique. Vous allez voir, elle nous rend tous intelligents et on va du coup comprendre comment et combien nos émotions peuvent nous aider à être nos alliés. Alors évidemment, je vous invite tous aussi à réfléchir sur vos émotions et partager tout ce que vous vivez ou comment vous avez ressenti cet épisode dans notre Instagram 2 minutes de bonheur. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Alors, bonjour Angélique. Bonjour Raphaël et bonjour tout le monde alors. Alors déjà, commence par te présenter un petit peu, qu'on sache qui tu es. Alors, je souris en même temps. Tu vois, on travaille sur les émotions. J'espère que tous les gens qui nous entendent notre sourire aussi, même le tien. Voilà, donc je suis quelqu'un qui sourit, voilà, qui sourit beaucoup. Et du coup, ça fait très longtemps que je forme déjà sur ce qui nous amène aujourd'hui. Donc, les émotions, mais plus largement l'humain, tête et corps associés, ça c'est très important. Puis les émotions, ça va nous permettre de raccorder la tête et le corps d'abord. Donc, c'est ça qui est important aussi, déjà sur notre sujet. Et je suis donc psychothérapeute au sens européen du terme. Pour simplifier, en France, il y a plusieurs types de psy. Et peut-être que le psychothérapeute est quelqu'un justement qui a peut-être un petit peu moins de version réflexion, un petit peu moins de bagage, j'allais dire théorique que les autres psys. Par contre, qui a beaucoup plus de pragmatisme et qui travaille davantage sur ses aspects corporels. Et du coup, on est au cœur des émotions. Et j'ai une spécialité que tu connais, par laquelle on est entrés en lien toutes les deux. C'est la psychotraumatologie, tout ce qui touche au trauma, alors du gros bobo au petit bobo. Donc, ça nous renvoie aussi à tout ce qui est aujourd'hui à la mode, traumatisme d'attachement, traumatisme de développement. Je dis à la mode, et en vérité, ça a toujours été là. Et ça devrait pas être une mode parce que c'est exactement ce que tu nous invites à travailler et à regarder ensemble aujourd'hui. C'est depuis qu'on est tout petit, nous sommes dotés d'émotions. Parfois, on est un peu malmené. On peut pas très bien les exprimer. Et c'est ce qui va constituer des petits traumas, justement des petites fractures. Et c'est ce que nous, on doit réparer, si j'utilise ce mot, voilà, remettre en œuvre et en fonctionnement dans nos métiers de thérapeute. Mhm. Ah, j'avoue que effectivement, j'ai la chance déjà, Angélique, de t'avoir comme superviseur. Ça, c'est une première chose et c'est vraiment une grande joie pour moi et puis un grand apport dans le travail d'accompagnement que je peux faire. Et puis effectivement, tu m'as formé et tu vas encore continuer à me former en psychotraumato. Et j'avoue que c'est juste extraordinaire justement de réparer justement ces petites choses, ces petites émotions mal vécues, mal comprises, réprimées, mises sous le tapis ou alors qui prennent une place folle et qui empêchent finalement d'être soi-même. Et c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter. Donc, en fait, ce podcast, c'est le premier d'une série, puisque tous les mois, nous allons aborder, en fait, les émotions les unes derrière les autres. On va commencer aujourd'hui à les voir de manière plus générale pour comprendre un petit peu ce que sont que les émotions. Et après ça, on va les piocher dans chacune des émotions principales et pour justement que vous puissiez, vous, arriver à réparer, à mieux comprendre, à nommer, à partager aussi, parce que les émotions, c'est ce qui nous met en relation avec les autres aussi. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça que j'avais envie et à cœur de t'inviter, parce que je trouve que tu as une manière d'en parler qui est très intéressante et puis très humaine, et puis se raccrocher tête-cœur. De toute façon, vous le savez tous, hein, c'est un petit peu mon dada, parce que je pense que c'est très important d'être unifié. Allez, je change de regard. Donc moi, ma première question, Angélique, c'est dis-moi, qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Pourquoi est-ce qu'elles sont si importantes? Est-ce que tu peux nous les définir et puis nous donner des explications qui sont simples et qui nous permettent de mieux comprendre ce que c'est qu'une émotion? C'est rigolo, je vais dire, j'ai envie de rire quand tu poses la question parce qu'au fond, j'ai
une émotion, c'est pas une option. Voilà, on va faire un petit slogan. Globalement, on est avec. On est doté de ce, alors on va l'expliquer au fur et à mesure, hein, mais de cette faculté, j'allais presque te dire de ce don. Parce que je pense qu'effectivement, tous les mammifères ne partagent pas tout à fait ce don autour des émotions, quoique l'on progresse beaucoup là-dessus. Et l'émotion, c'est ce qui va nous permettre d'être en relation avec l'autre. Et quand on dit c'est pas une option, c'est parfois les gens disent moi je sens pas, j'en ai pas. Si, si, on est constitué avec, donc on a un bagage à la fois biologique. Quand un bébé naît dans son petit corps, il a déjà ce qu'on appelle, et qui est très à la mode aujourd'hui, on y reviendra sur ces thèmes-là, c'est système nerveux autonome. Donc il est tout innervé, pas énervé, hein, innervé, voilà, et il a de quoi déjà sentir et manifester des choses dans son petit corps. Bien sûr, à ce stade-là de son développement, il peut pas dire je me sens triste, je me sens en colère, voilà, je me sens frustré ou autre encore. Par contre, il est déjà doté de ce, j'allais dire, de tout ce système intérieur qui va lui permettre de piloter et puis finalement d'aller chercher la relation avec l'autre. Ensuite, il y a son petit visage, c'est ce bébé, voilà, il y a le système nerveux autonome et puis il y a son petit visage et derrière il y a son petit cerveau qui est en développement. Et en réalité, on sait que le cerveau d'un bébé, c'est vraiment, je vais dire, c'est une fusée. C'est une fusée. Cherchez le mot, voilà, qui va bien. C'est une fusée. Voilà, ça va pouvoir l'amener très très loin. Simplement, une fusée qui peut pas piloter tout seul. Et il a besoin du visage et du cerveau de l'adulte qui est en face, parce que à ce stade de son développement, il sent des choses. Il a des sensations physiologiques. Dans son cerveau, il y a des petites choses qui s'allument, mais il n'est pas encore capable de l'exprimer. Tu vois, c'est le mot qu'on disait tout à l'heure, la difficulté à exprimer. Lui, il peut pas encore le traduire, hormis par des petits cris, des petits pleurs. Et c'est l'adulte en face qui va devoir l'aider petit à petit à saisir, voilà ce qui se passe pour toi. Et possiblement, t'es triste, t'es en colère, voilà, il peut se passer plein de choses. Donc, c'est un système intégré. Je crois qu'aucun bébé n'en est pas constitué, voilà, c'est plutôt une chance. Et puis nous, ce qu'on appelle les caregivers, hein, les parents, les adultes qui nous occupons du bébé, qui nous préoccupons de lui, on doit entrer en relation avec lui par le corps, avec des câlins, du toucher, et par le visage et par les mots. C'est grâce à nous, petit à petit aussi, dans son cerveau qui va évoluer. Après, il va pouvoir évaluer quand il se passe ça en moi, ben, je suis triste, ou quand il se passe ça en moi, à l'inverse, je suis joyeux. Voilà, on va l'aider. Et il y a une très jolie expression. Aujourd'hui, on a dit on fait des choses simples au départ. C'est l'expression qui n'est pas du tout de moi, hein, notamment de Johanna Smith et Michel Sives. C'est le bébé, il va avoir besoin de la prothèse corticale de l'adulte, donc du cortex, ce niveau haut de cerveau, pour pouvoir se développer. Et à terme, son cerveau haut, on va dire comme ça, sera bien développé et il pourra lui-même évaluer, voilà, quand je sens ça dans mon corps, quand il se passe ça à l'intérieur de moi, au fond, je suis triste, je suis joyeux, donc je me connais qu'à moi, je me connais, et ensuite, chacune des émotions va nous traduire ce qu'il y a à faire, à demander, à agir, pour que l'autre soit m'aide à la résoudre et à l'apaiser, soit effectivement, je me mets en lien avec l'autre et je lui exprime ce que cette émotion traduit, notamment de notre relation. Je crois que toi qui es, j'allais dire, avide de vos relations, l'émotion, sans émotion, j'allais dire, difficile d'imaginer être en relation en vérité. C'est l'émotion, tout à l'heure tu parlais de cœur, c'est le cœur même de la relation. Effectivement, alors déjà, nommons les émotions principales sur lesquelles on va un petit peu s'attarder. Donc, quand on parle d'émotions, on va parler de tristesse, de colère, de peur, de dégoût et de joie. En fait, on va travailler principalement sur ces 5-là. Oui, tu vas les retrouver et on peut faire un petit clin d'œil. Hein, mon Jojo cité, voilà, c'est Vice Versa, qui est ce dessin animé, j'allais presque dire, qu'on a longtemps attendu. Et heureusement, voilà, qu'il y a eu ces 2 volets, comme si d'un seul coup, enfin, on les avait mises devant nous, on les avait traduites, on les avait comprises, et puis surtout, on avait fini de tenter effectivement de les éviter. Donc tu as dit nos 5 là, joie, colère, tristesse, dégoût
peur. Voilà, donc et on peut citer 2 autres, mais qu'on a dit, hein, on travaillera plus loin, qui sont en lien avec les sentiments. Donc ça, c'est des choses à démêler. Mais on a aussi l'effet de surprise. Donc la surprise est une émotion très, très éphémère, qui fait que rapidement, je crois que tous, on a eu de bonnes surprises. Donc, bonne surprise, ça amène à la joie. Et de moins bonnes surprises, voilà, qui amènent à la tristesse ou alors à peut-être un petit peu de colère, genre quand tu as une facture qui arrive et qu'elle n'était pas prévue. C'est une surprise. Et puis, il y a aussi mépris, qui est un petit peu plus complexe, mais c'est 5 à 7. Ça dépend effectivement, mais à l'INSERM, dans tous les travaux des chercheurs qui ont été faits, c'est vraiment pour montrer, c'est les 7 émotions, on pourrait les appeler de base, qui nous permettent de piloter dans le rapport à l'autre. Donc, parfois, les gens me disent, est-ce que tout le monde est obligé de les ressentir? Je veux dire, ça n'est pas une option, c'est nous sommes câblés. Moi, je dis souvent, nous sommes câblés pour pouvoir les ressentir et justement communiquer avec les autres. Après, effectivement, c'est plus ou moins cultivé. On y reviendra, en fonction des cultures, en fonction des familles. Ce qui fait peut-être aussi parfois la méprise autour des émotions et le fait que certains essaient de s'en affranchir. Parce qu'au moins, quand on pense, 2 et 2, ça fait 4, c'est simple. Quand les émotions viennent s'en mêler, c'est un tout petit peu plus complexe. Alors, pour continuer autour encore des définitions, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur la différence entre une sensation, une émotion, un sentiment, parce que ce sont des mots qui sont un peu cousins germains, mais qui malgré tout sont tout de même un peu différents. Qu'est-ce que tu nous dirais? Oui, alors, j'aime beaucoup cette question. C'est un de mes dadas. Je sais que de temps en temps, j'ai petit coup de gueule aussi sur certaines choses. C'est très, très important de ne pas confondre et j'allais presque dire confusionner, parce que ça met beaucoup de confusion. C'est ce qui fait que plus tard, on a beaucoup de mal aussi justement à décrire ces émotions. Une sensation, je sais pas comment tu te sens toi ce matin. Par exemple, moi j'ai un tout petit peu mal au ventre. Voilà, donc je sens mon mal au ventre. Et là, je traduis une sensation. Je sais pas quelle température il fait dans ta pièce, Raphaël. Moi, je sens qu'il fait un petit peu frais, donc j'ai mis un petit pull. Voilà. Donc, on sent les sensations. Finalement, c'est nos capteurs sensoriels aussi qui nous disent autour de la régulation de notre corps. Voilà, est-ce que j'ai un peu mal, est-ce que j'ai un peu froid, et de façon à pouvoir se donner, on va dire, un confort et une forme de bien-être, on va dire un petit peu de base. Les émotions, c'est un tout petit peu plus complexe que ça parce que je peux avoir un peu mal au ventre ou je peux avoir un petit peu froid et ça me rend pas ni triste, ni en colère, ni peur. Tu vois, ça n'active rien de particulier. Et du coup, ça, c'est très important parce que on peut sentir, avoir des sensations. C'est comme la faim. Voilà, tu connais un de mes dadas sur les thématiques. On peut sentir qu'on a faim et quand on sent qu'on a faim, on a le ventre qui gargouille, mais on n'est ni triste, ni joyeux, ni rien. Donc, c'est la première étape, c'est savoir ressentir et sentir. On est doté de plein capteurs pour ça. L'émotion, j'allais dire, elle est un peu plus complexe. On pourrait dire c'est un cran au-dessus. On sent certaines choses dans notre corps qui sont universellement câblées et ressenties par chaque humain. Et on va traduire, notre tête va traduire, quand je sens ça à tel endroit, alors c'est de la tristesse ou c'est de la colère, voilà. Mais ça saute en quoi? Ce que l'on disait tout à l'heure. Quand on est tout petit, on n'est pas encore capable de le qualifier. Une émotion, pour pouvoir ensuite s'exprimer, se dire, il va falloir qu'on nous aide à la reconnaître. Et c'est grâce, on va dire, aux adultes qui sont autour de nous quand on est petit, que petit à petit, on va apprendre que quand je sens, par exemple, une boule, c'est un peu lourd dans le bas de mon ventre, parce que ça se passe souvent au niveau, ce qu'on appelle du tronc humain. On enlève temporairement les bras et les jambes, la tête, on est dans ce tronc, c'est là qu'il y a nos câblages. Quand c'est lourd, un peu froid, globalement, c'est tu es triste. Voilà. Et ça n'est pas une projection, c'est pas une interprétation, c'est le parent, c'est l'entourage qui va apprendre. Bien sûr, il y a les larmes, et pas uniquement. Et c'est parce que l'enfant va être appris doucement, finalement, à faire ce lien entre ce qu'il ressent à l'intérieur, ce qu'il sent, ressent, et on va lui dire c'est telle émotion, qu'au niveau, justement, cortical, au niveau du cerveau, ensuite, il va savoir reconnaître. Je te fais, on voit, nos auditeurs ne voient pas, mais c'est comme si, effectivement, on en cliquait. Voilà, je fais un petit clap. On en cliquait d'un seul coup.
ce que je ressens dans mon tronc, toc, et ça se réimplique avec ma tête. Donc, l'émotion, quelque part, elle est complexe puisqu'elle prend le sentir et petit à petit le penser. Le C'est penser. pour ça, voilà, qu'elle est un petit peu longue, finalement, à être bien aboutie. Chez les enfants, on va faire un petit temps et on fait vraiment quelque chose de très chouette maintenant, c'est qu'on commence à, on va dire, à éduquer autour des émotions, ce que l'on n'a pas fait pendant longtemps. Ce qui fait qu'on croyait qu'il y a des gens qu'on était dotés, d'autres pas. Non, on en est tous dotés de ce système. Par contre, on n'a peut-être pas tous la même chance de le voir se développer. Et aujourd'hui, dans les écoles, il y a même des jeux, je crois qu'on fait un grand travail là-dessus. Ouais, c'est une excellente chose. C'est vrai qu'au cours des formations que je peux faire, là je vais te donner une petite anecdote, j'ai été frappée souvent de voir quand je travaille autour des émotions que finalement je demande aux personnes de cocher sur des listes d'émotions toutes les émotions qu'ils ressentent régulièrement. Et puis il arrive que certains d'entre eux, il y ait une colonne où il n'y a rien dedans. Et en fait, culturellement ou familialement, et ben en fait, des personnes ont cessé de savoir nommer une émotion et en fait, nomment une autre à la place. Il y en a une, c'était difficile pour elle d'ailleurs, la pauvre, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle avait rien dans la joie et en fait, c'est quelque chose qu'elle n'avait pas encodé. Une autre, c'était rien dans la colère. Alors qu'on ressent tous des moments de colère, mais par contre, familialement, on avait appris que la colère, c'était des choses qui ne se disaient pas, qu'une femme n'était pas en colère, ou qu'un homme n'était pas triste et qui ne pleurait pas. Donc en fait, voilà, donc c'est là où c'est important de bien comprendre que on sent des choses et que il faut y mettre des mots avec la tête. Oui, et Raphaël, du coup, tu nous invites aussi à vraiment à poser. Alors, bien évidemment, je crois qu'on prend un risque ensemble. Poser les mots avec beaucoup d'authenticité, justement, c'est les émotions ne sont pas genrées, puisqu'aujourd'hui, on bataille aussi pour certains autour de ça, et je crois que toi et moi, on respecte aussi tout ça. C'est-à-dire, c'est là, pour le coup, c'est humain. C'est dans le corps humain. Et à la limite, les gamètes, les chromosomes et même les hormones n'ont pas directement, en tout cas, quand on est bébé. Après, forcément, on dit que les femmes avec les règles ou certains hommes, mais généralement les hormones des humains, y compris quelqu'un qui souffre de diabète, par exemple, hein, qui a des dérégulations hormonologiques, ça va venir certainement aussi créer des perturbations. Et à la base, vraiment, le petit homme, le petit humain, il en est doté sans différenciation normalement de genre. C'est aussi toute une culture qui avait créé ça. Et c'est terrible de s'apercevoir que certains n'avaient pas le droit de ci ou le droit de ça, puis après, du coup, on les qualifie de faibles, de vulnérables ou de forts, et voilà, derrière, on s'est quand même pas mal emmêlé, j'allais dire, les pinceaux au fil des années hein, là-dessus. Hein. Dernière question, donc, et là-dedans, le sentiment. Le sentiment, pareil, on fait très très simple, hein, parce que j'ai pas pris de définition dans le dictionnaire, ni toi ni moi. Voilà, on a dit, on fait aussi vraiment, justement, avec notre tête et notre cœur, hein, pour tenter de transmettre le plus simplement possible. Le sentiment, c'est un mélange de, on pourrait dire, il y a des sensations et des émotions qui font remonter quelque chose de déjà vécu et connu. Donc, dans le sentiment, il y a eu déjà un certain nombre d'expériences. Voilà. Et du coup, il est finalement quelque part, normalement, quand tu vis quelque chose, on devrait avoir une émotion, on a oublié de le dire. D'ailleurs, c'est quelque chose qui se vit maintenant. Notre système nerveux, finalement, fait que ça va monter, ça va redescendre. On peut rarement rester chargé d'une même émotion plus d'une quarantaine de minutes, sinon on serait lessivé. Voilà, on s'autorégule normalement, on y reviendra sur ces choses-là. Mais du coup, le sentiment, lui, il y a une émotion qui monte maintenant et en même temps, le cerveau va ramener un vécu et possiblement, d'ailleurs, ça peut, j'allais presque dire, patiner l'émotion en question. Donc, le sentiment, il appartient à chacun de nous et c'est ce qui fait aussi que des fois, nos émotions, elles sont, oui, je vais utiliser le mot patiner, je l'avais pas pensé avant, mais c'est ça, un petit peu, voilà, remanier au clair de nos expériences et on vient y mettre du sentiment et du déjà vécu. Alors, du coup, c'est ce qui rend après aussi, ce qu'on appelle aussi une traduction de nos affects, nos échanges les uns avec les autres,
un peu particulière parce que je pensais à la tristesse, par exemple, quand on vit un enterrement. Voilà, c'est, même si on est en train de parler de la joie, c'est aussi ces choses-là. Et dans certaines familles, au fond, il y en a qui seraient plus tristes que d'autres en fonction du quota qu'ils ont pleuré, de la façon de l'exprimer, tout ça. Or, finalement, peut-être que pour certains, ils ont le sentiment que c'est pas le lieu pour pleurer, ils ont déjà fait des expériences, et du coup, ça va remanier un petit peu tout ça. Ce qui fait qu'au fond, les émotions aussi, la particularité, c'est que même si on en est tous dotés, même si on va avoir un câblage commun, après, effectivement, on les lisse, on les patine en fonction de nos vécus et de nos sentiments. Et c'est ce qui peut aussi parfois créer des discordances en pensant qu'il y a une bonne façon d'être triste, un bon quota, ou une bonne façon d'être joyeux, ou voilà, quand on va à une fête. Mmh. Et puisque pour compléter peut-être, déjà je renvoie tous nos auditeurs à un podcast que j'ai fait sur les émotions, je mettrai le lien dans la bio de l'épisode. C'est on a un stimuli externe ou interne, en fait, qui va créer une émotion, donc c'est hyper rapide. Et puis Mmh. là-dessus, en fait, c'est nos pensées qui vont maintenir Oui, l'émotion, comme tu expliquais très bien, ou alors notre expérience, nos vécus. Et puis, si on arrive à la nommer, si on arrive à la comprendre, et ben paf, elle redescend. Et c'est là où, en fait, c'est extrêmement important de pouvoir savoir la nommer. Et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles on va faire toute cette série de podcasts. J'ai envie de passer donc à une autre question, c'est comment faire justement de nos émotions des alliés? Comment est-ce qu'on peut apprendre à accepter nos émotions plutôt que de les combattre? Et pourquoi déjà on a la tentation souvent de les combattre? oui. Tu vois, avant même le pourquoi, j'allais te dire, c'est ce qu'on devrait se poser comme question, c'est mais qu'est-ce qui fait que d'ailleurs on les a identifiées comme autre chose que des alliés, puisque je crois que c'est plus que des alliés, elles sont constitutives de notre, je crois, j'allais dire, de notre statut d'humain, de mammifère, hein, parce qu'on sait aussi aujourd'hui qu'il y a quand même plein d'animaux qui en sont dotés. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment on n'en aurait pas voulu, entre guillemets, on aurait voulu s'en départir. Alors on reviendra sur les mots, mais ça s'appelle aussi se dissocier hein, de cette part si constitutive de nous, parce qu'elles ont été mal vues, parce que je reprends nos exemples, on peut avoir un éclat de rire peut-être à un endroit où ça n'est pas bienvenu, ou trop de larmes alors qu'on a évalué que ce jour-là, à l'enterrement, il fallait pleurer un petit peu moins. Hein, tu vois, je dis c'est presque limite absurde ce qu'on est en train de dire, quoi. C'est comment est-ce qu'on a pu, alors sous prétexte de code social, possiblement, de convenance, d'éducation, en partie, hein, se dire qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui ne se fait pas. C'est plutôt, on aurait dû d'office se dire, ok, on a des émotions, c'est qu'est-ce qu'on en fait et justement comment on les pilote pour que peut-être qu'effectivement de temps en temps un fou rire n'est pas tout à fait approprié. Et en même temps, si on reconnaît voilà qu'on a le droit de rire à un moment, tu viens de le dire, l'émotion c'est pas qu'elle s'éteint, mais une fois qu'elle est nommée, connue puis reconnu finalement, c'est dire c'est normal hein, de temps en temps d'avoir un fou rire et en même temps, chers enfants, ça n'est pas le moment. Voilà, on est en classe par exemple. Et c'est vrai que souvent, je crois que les émotions pour beaucoup de gens elles dérangent parce qu'on aimerait, tu sais, être maître de nos situations, maître de nous. On a plein d'expressions. Hein. Prends sur toi, sois maître de toi, ressaisis-toi. On doit en oublier justement à tous nos auditeurs pour penser aussi à toutes les expressions qu'on a mis dans leur famille. Ce qui fait que toutes ces expressions, elles s'entendent quoi que quand même. Voilà, c'est un peu se laisser aller hein, que de laisser l'émotion s'exprimer. Or, elle a besoin de s'exprimer et c'est simplement après, elle peut être contenue, elle peut être régulée si elle est reconnue. Si un de nos partenaires et même nos parents, les profs, tous les gens qui sont là pour nous apprendre et pour nous faire grandir, évaluent que non, elles n'ont pas le droit de séjour à tel endroit, il est évident que petit à petit, de toute façon, on ne saura plus les manier et puis on va finir par se reprocher de les avoir. On va finir par être peu convenable. Tu sais, je pense, toi et moi, nous aimons beaucoup les enfants
Et l'enfant, si tout va bien, malgré l'éducation, il y a au moins jusqu'à l'entrée en école primaire, il est encore très très spontané. On dit insouciance spontanée. Ben, je crois que l'insouciance, on pourrait la définir comme ça aussi, c'est cette période de vie où on peut encore naviguer majoritairement avec notre système émotionnel et relationnel sans trop de filtres de convenance. Et je crois que pour tes auditeurs aussi, je crois qu'ils voilà, ils te connaissent peut-être moins moi, mais je crois qu'on est des femmes très convenables, de grande convenance pour la vie. Voilà, c'est simplement comment on peut faire ça avec beaucoup plus d'arronti, beaucoup plus doucement, parce que quand effectivement régulièrement on va dire plus ou moins explicitement ou implicitement, parce qu'on justement on va se moquer de l'enfant, par exemple, parce qu'il a une émotion inappropriée, par exemple, par rapport à ce que l'adulte évalue, ben sinon ça va faire entrer l'enfant, soit il va s'en dissocier, s'en départir, mais c'est plus du tout les sentir, donc il va perdre aussi sa capacité relationnelle, soit il va tout mettre dans la tête, c'est génial, ça fait des enfants qui sont très 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 bons à l'école, très sages comme des images, mais après, ça va être un petit peu difficile, les relations plus tard. Ou alors, ça fait des enfants qui vont entrer dans quelque chose qu'on verra plus tard, qui s'appelle dans la honte aussi. Et du coup, qui n'osent plus du tout exprimer leurs émotions, parce qu'ils sont honteux. C'est comme si on tentait de rejeter une grande partie de nos facultés humaines et de notre corps. Ce qui fait que, vraiment, c'est le pourquoi, c'est plutôt se demander c'est comment. Et t'as raison, par contre, tous les adultes, on devrait se demander, mais pourquoi on en est arrivé là? Et aussi de notre responsabilité. Qu'est-ce que l'on montre à nos enfants aujourd'hui? Pour qu'ils puissent, fonctionner. Alors aujourd'hui, on a réhabilité le QI, coefficient intellectuel, le QE, coefficient émotionnel. Des fois, moi, j'ai envie de te dire, je trouve ça encore un petit peu dommage qu'on classifie comme ça. Il n'y a pas des têtes et des cœurs et des émotions d'un côté et puis voilà de l'intelligence cognitive de l'autre. Il y a les deux en même temps. Ça, certainement, certainement. Et puis, je trouve aussi que les émotions, on peut aussi les mettre sous le tapis parce que ressentir une émotion, c'est pas toujours agréable. Franchement, qui a envie d'avoir peur, qui a envie d'être en colère, parce que la colère, on sait que parfois pas trop quoi en faire. La peur, c'est super inconfortable. La tristesse, ça vide quand même. Alors bon, évidemment, la joie, on est dans une émotion agréable. Le dégoût, c'est pareil. Se sentir écœuré, c'est pas fun. Et parfois, toutes ces émotions, du coup, comme on n'est pas trop à l'aise, on va aller les mettre sous le tapis. Avec le risque que ça peut comporter, hein, parce que tout ce qui ne s'exprime pas avec des mots MOT peut s'exprimer avec des mots MAUX. Donc, c'est aussi un des risques de ne pas trop prendre nos émotions comme des alliés, mais de les combattre aussi. Oui, et ce que tu disais, oui, des émotions non vécues, parce qu'en vérité, elles vont poindre et puis on va les retenir, on va dire comme ça, on va tenter voilà de les stopper. Ça peut donner des somatisations, hein, très clairement. Un plus gros trouble qu'on appelle la dissociation, on y reviendra une autre fois, hein, c'est pas de se sentir coupé tête et corps, parce que quand on tâche d'en mettre une sous le tapis, comme tu dis, le problème, c'est qu'à terme, toutes, elles vont rester sous le tapis, et y compris la joie. Et la joie, c'est un moteur interne pour partager et puis être enthousiaste. Et t'as dit un mot hyper précieux, Raphaël. T'as dit, on n'a pas tous envie, sauf que c'est là qu'on se trompe. Parce que c'est pas une question d'envie, c'est un besoin. C'est un besoin physiologique. Le système émotionnel, il va nous permettre de répondre à nos besoins. Et je reprends la peur parce que c'est l'émotion certainement une des plus importantes, puisque la peur nous garde en vie. C'est même dans notre phylogénèse, il y a les animaux qui la partagent, hein, vraiment. Cette peur, c'est la peur, elle sauve la vie. Donc sans peur, on, on ne survivrait peut-être pas. Donc, on en a un vrai besoin. Peur de se faire mal, ça évite de se faire mal et de se casser. Donc, on prend cet exemple, mais on pourra le reprendre pour chacune de nos émotions quand on en reparlera. C'est-à-dire, quand on dit c'est pas une option, je crois qu'il y a une partie des gens qui n'ont pas finalement conscience que c'est nécessaire parce que c'est un besoin. Donc, aussi fort que si on tentait de se priver de respirer, à terme, voilà, ça va créer des gros mots, comme tu dis, MAUX. Hein. Bon, respirer, c'est rapidement, on a la sanction, mais ne pas laisser les émotions s'exprimer, soit on a une sanction pour soi assez, on pourrait qualifier une des plus connues, c'est la dépression.
chute de pression parce voilà, le moteur interne ne fonctionne plus bien. Et puis, combien de gens finalement aujourd'hui viennent nous voir toutes les deux aussi parce qu'ils sont en difficulté relationnelle, ils se sentent seuls, ils se sentent isolés. Donc finalement, ça fait aussi cette fracture vis-à-vis de l'autre. Et l'être humain n'est pas fait pour vivre isolé. Et puis, on a quand même cette large hypothèse. Il y a eu un livre fait récemment, Les maladies ne tombent pas du ciel, par quelqu'un que moi je salue, c'est Cyril Tarquinio. Ben oui, c'est de plus en plus, on comprend que si on inhibe, si on refoule, pour prendre des vieux mots, ces émotions, on va de toute façon s'en rendre malade. Je voudrais qu'on essaye de regarder, d'aborder, mais ok, on a bien compris que les émotions, en fait, ben, c'est elles qui nous mettent sur le chemin de nos besoins, que c'est le moteur de la relation. Maintenant, quelles seraient les petites techniques de régulation émotionnelle ou comment est-ce que d'abord on peut arriver à les nommer? Parce que je pense qu'il faut qu'on parte d'une genèse. Tout à l'heure, tu parlais de la tristesse, donc dans le tronc, que c'est lourd, que c'est froid. Tu Oui. pourrais nous parler des autres émotions? Oui. Alors, comment est-ce qu'on fait pour les réguler? C'est aujourd'hui, on vend plein de choses et je crois que c'est hyper important, Raphaël, qu'on rappelle que nous, on vend pas plein de choses, surtout que je suis pas d'accord avec les plein de choses qui sont vendues parce que c'est tellement complexe, un humain. C'est une somme de plein de choses. Mais si on revient à quelque chose de très simple, c'est effectivement, c'est pouvoir les reconnaître. Et dans notre corps, donc, on va faire simple, c'est l'émotion tristesse, effectivement. On dit, hein, ça ralentit, c'est lourd, voilà, ça pèse la tristesse, hein, très, très physiologiquement. Donc, on sent plutôt froid, un peu lourd dans le bas du ventre. Des fois, les gens, ils ont un petit peu les épaules, hein, et la tête, hein, qui penche, hein, voilà, hein, il y a quelque chose qui pèse. Bien évidemment, on peut avoir des larmes ou pas. C'est pas, voilà, il y a des gens qui sont vraiment tristes. Des fois, on est tellement triste qu'on n'arrive pas d'ailleurs à en pleurer. Et vraiment, la tristesse, ça pèse et ça ralentit. Je crois que dans Vice Versa, elle est génialement bien faite, là, cette petite bonne femme qui, de temps en temps, voilà, s'allonge. C'est vrai que ça donne aussi comme un sentiment de fatigue parce que c'est lié au système nerveux autonome et à la branche finalement celle qui va s'activer, elle est un peu commune à l'état de fatigue. Donc on y reviendra. Ce qui fait qu'on l'aime pas. Dans une société où il faut aller très très vite, pas le temps d'être triste. Hein. Colère, ça, c'est un peu l'inverse. Hein. Pareil, dans Vice Versa, c'est tout rouge, ça s'agite. Là, c'est plutôt en soi, on sent que ça bouge beaucoup. Ça bouillonne hein, d'ailleurs, hein, parfois. Ça donne plutôt chaud et ça donnerait justement plutôt l'envie de s'agiter et de s'activer. La colère, au fond, c'est une grosse énergie, la colère. Alors, normalement, pour combattre, beaucoup de gens en ont peur et ça c'est hyper important, même si c'est notre premier podcast de le dire, c'est souvent les gens réfrènent la colère parce qu'ils ont peur de passer à quelque chose qui serait l'agression, voilà, ou l'attaque de l'autre. Non, la colère c'est de l'énergie et y compris des fois pour dire pardon, le mot de Cambronne, voilà, ou dire zut, voilà, comme ça permet et ça met un stop à quelque chose, voilà, qui vient de nous attaquer ou physiquement ou moralement. La peur, on l'a dit, hein. Alors la peur, elle est particulière parce que une peur, ça normalement, ça nous invite à fuir voilà, ou à s'inhiber, hein, comme fait la souris face à un chat. Hein. Donc, elle peut avoir deux dimensions. Une peur normale, elle donne plutôt l'envie de fuir et d'aller chercher du réconfort. Donc, elle agite un peu. C'est agité, mais c'est plutôt froid. Ce qu'il y a, c'est qu'une peur terrible, 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 limite une terreur, par contre, ça peut figer, au point d'ailleurs que, un peu comme la souris, on peut être figé sur place. Et par contre, on a toujours ce froid. C'est froid. Et même si on est figé sur place, on sent bien qu'on a le cœur qui bat très, très fort. Voilà. Donc, il y a quand même, ça se caractérise assez facilement. C'est cet état de sidération dont on entend parler notamment par des femmes qui peuvent se faire violer, Oui. par des personnes qui vivent de terreur en fait et qui se retrouvent complètement figées. Mm. Et vraiment, c'est en ça que des fois, même le visage hein, le traduit. On y reviendra parce que sur le faciès, ça se traduit aussi. Et c'est que vraiment, normalement, quand il y a un danger, on est censé fuir. Mais je nous invite tous à réfléchir. Si on se retrouve dans une cage avec un énorme lion et qu'elle est fermée, la cage, je vois pas très bien comment on fuit. Alors voilà, mais du coup, on va être terrorisé. Et faut se rappeler justement, on parlait des enfants, que un enfant, ça va d'autant plus vite à monter de la peur où je ne peux pas fuir parce qu'avec mes petites jambes, hein, je ne peux pas fuir, au côté terreur. Donc là, on a tout un travail aussi. Parce que
Voilà, dans la peur, il y a des gradients très différents. On a des goûts. Alors, des goûts, il est particulier, n'est-ce pas? Oui, Parce que c'était pas mon allié au départ. c'est pas ton habillé. Voilà. Et pourtant, tu es habillé en vert comme des goûts, donc vice-versa aujourd'hui. Bon, les gens ne voient pas, mais moi, je le vois. C'est que finalement, souvent, le dégoût, il était plutôt nommé parce qu'on a une boule dans l'estomac, un petit peu de reflux, et du coup, c'est des choses qui ne passent pas. On est dégoûté par des aliments. Et c'est vrai que c'est bien fait. On est fait pour pouvoir vomir. Voilà, c'est ce qui nous dégoûte vraiment. On est capable de le vomir. C'est parce que contrairement à d'autres mammifères, nous, on a cette faculté, si jamais on ingère un poison, normalement, si on vomit, on va l'évacuer. Ce qu'il y a, c'est que c'est exactement la même chose qui se passe, même si le câblage, il est sur le tube digestif, donc dans le tronc. Au niveau de la tête, on peut évaluer qu'il y a des gens qui nous font des choses, mais, pardon l'expression, dégoûtantes, dégueulasses, à vomir, voilà. Nos jeunes, ils savent assez facilement, ils ont une super expression, ils disent « je suis deg ». Voilà, je suis deg parce que j'ai eu une sale note aujourd'hui. Alors, il y en a peut-être que ça mettrait en colère, mais eux sont peut-être dégoûtés justement parce que ça parle de quelque chose de profond pour eux. Ils y ont mis du cœur. Cette fois-ci, ils ont vraiment révisé, ils tenaient à réussir. Voilà, ça parlait de quelque chose de vraiment important pour eux. Et effectivement, dans ces cas-là, c'est pas, ils sont pas en colère d'avoir une mauvaise note. Ils sont vraiment dégoûtés parce que c'est comme si quelque chose de profondément important pour eux n'avait pas été reconnu. Donc, on y reviendra. Le dégoût, c'est très, très important pour piloter. Et tu as cité un mot tout à l'heure, effectivement. Ces émotions, on les nomme des fois par des biais détournés. On peut être écœuré. Ça, c'est une expression qu'on avait davantage à une époque, hein. On disait, voilà, je suis écœuré de son attitude. Donc, le dégoût, c'est quelque chose d'important qui Alors, n'est pas toujours pe- reconnu. petite précision quand même, malgré tout, pour nos auditeurs québécois, parce qu'on en a beaucoup. Le mot écœuré au Québec, ben, pour y avoir vécu, peut avoir une connotation plutôt positive. En disant que j'ai mangé quelque chose qui était très bon, et me dire, ah bah, je suis écœuré, ou ça m'écœure. Donc, c'est pas dans le sens bon, Mmh. mais c'est vraiment dans le sens waouh, c'était bon, même j'en ai presque pris un peu trop, quoi. Et du coup, voilà, donc c'est là où le mot écœuré, je voulais mettre juste cette petite signification. Mais si on revient, je pense à des expressions, j'arrive pas à digérer, ça me reste sur le cœur. Ça a un goût amer. Ouais, L'amertume, hein, c'est le reflux lié au dégoût, hein. tout à fait. Mais bon, on y reviendra quand on consacrera un épisode sur le dégoût. Alors, il nous reste la joie qu'on n'a pas explorée, parce que celle-ci, c'est quand même un peu ma préférée. Enfin, c'est celle dont j'aime parler. Oui, oui. Alors justement, la joie, elle est là pour nous engager à partager. La joie, c'est les autres nous donnent avant tout des indications sur nous pour aller vers l'autre, mais la joie, c'est vraiment l'engagement à aller vers l'autre. La joie, quand tu as une super, super nouvelle, et j'espère que c'est arrivé à tous nos auditeurs, justement, d'avoir une chouette nouvelle, si jamais tu as personne avec qui partager, Raphaël, bah, à la limite, ça va plomber ta joie. Parce que, effectivement, la joie, moi, je dis, c'est comme les bulles de champagne. Voilà. Il faut qu'elle puisse, finalement, passer d'une coupe à une autre, hein. Il faut que la bouteille puisse, voilà, se répandre. C'est vraiment la joie, elle nous invite à partager. Ce qui montre vraiment que c'est l'émotion de l'engagement social et du partage. Et quand tu t'occupes d'un enfant, quand tu t'occupes de quelqu'un, si tu montres que tu as du plaisir, ton visage sourit légèrement, c'est ça. C'est l'expression de la joie que tu as à partager avec la personne. Et ça, pour les humains, c'est fondamental. La joie, est-ce qu'on peut être joyeux tout le temps? Assurément, pas tout à fait tout le temps. Voilà, il faut des variables, mais c'est un super antidote à l'isolement. Et la joie, elle n'est pas là finalement pour effacer les autres émotions. C'est les unes existent avec les autres. Je trouve que dans le dessin animé, vice-versa, c'est super bien fait. Parce qu'on saisit bien que s'il n'y avait pas de tristesse, joie, elle serait moins mise à l'honneur. Voilà, il y a une navigation entre tout ça. Et en tout cas, joie, c'est vraiment le partage. Et derrière, on a plein de mots, mais souvent les gens se rendent pas compte. C'est la satisfaction, le plaisir. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Il y a des petites joies et des grandes joies. Et c'est important parce que d'un point de vue physiologique, notamment, système nerveux autonome, c'est un régulateur. Voilà, ça va aussi nous permettre de nous réguler. Donc, quand on disait tout à l'heure, c'est comment on peut faire aussi, c'est petit à petit, c'est apprendre. Finalement, quand on sent quelque chose, à se poser 2 minutes, à ce moment-là, c'est centrer sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je sens dans mon tronc, pour qu'après ma tête me dise, tiens, qu'est-ce que je connais ou je reconnais. Voilà. Donc, ça demande une petite boucle qu'on appellerait autoréflexive, et ce qui fait que
globalement, on n'est pas en train de dire faut qu'il y ait rien dans notre tête, laisser passer ses pensées ou autre. Non, c'est plutôt pouvoir aller penser une fraction de seconde sur ses ressentis pour dire ah bah oui, finalement, je crois que je suis triste ou je crois que c'est ça. Donc on reviendra sur chacune des émotions parce que derrière j'ai un besoin à exprimer. Et comme on est des êtres merveilleux, c'est vrai que des fois il faut prendre un peu plus qu'une seconde parce que des fois on fait des nœuds. Voilà, on met deux émotions en même temps. Et puis certaines situations nous font vivre plusieurs émotions en même temps. Complètement. Donc ça, je pense qu'on ira les explorer. Et du coup, c'est de temps en temps, on a un peu de mal à décoder parce que à la fois, par exemple, j'ai un enfant qui a raté un examen, je peux être à la fois triste, je peux être aussi en colère, je peux aussi avoir peur. Donc c'est important d'arriver à bien décoder tout ça pour justement, mais ça, on y reviendra, comment est-ce qu'on fait pour les accepter. Écoute, je trouve que c'est hyper intéressant ce premier podcast qu'on fait là sur les émotions. Ça nous permet de déstigmatiser aussi autour des émotions difficiles. Ça nous encourage aussi à les accepter, à les comprendre. Et en fait, elles sont partie intégrante de nous-mêmes. Complètement. Et elles sont le passeport pour la relation, justement, qu'on appelle interpersonnelle, hein, tous ensemble. Et c'est vraiment, je vais dire, c'est triste qu'on ne l'ait pas eu compris plus tôt. Ce qui est génial, c'est que c'est en train de changer. Et je crois que c'est hyper important de rassurer les gens. Enfin, je crois qu'on a vraiment cette envie, toi et moi, c'est qu'il n'y a pas des gens qui sont doués et d'autres qui ne sont pas doués dessus. On y reviendra, hein. À une époque aussi, on parlait d'alexithymie, difficulté à dire ses émotions, dérégulation. Bon, bien sûr, on peut arriver dans le pathologique, mais nous, je crois, le leitmotiv, c'est dire, non, on a tous ça en soi. C'est peut-être on l'a pas assez cultivé, peut-être qu'on n'a pas été assez accompagné. Et comme disent nos jeunes, c'est pas mort. Voilà, c'est au contraire, peut se faire toute une vie. Et du coup, il y a des gens, les accompagnants sont là pour le faire. Et aussi, j'ai envie de dire, la meilleure façon de réapprendre, c'est de s'entourer de gens qui osent. Quand tu disais authentique, quand on est authentique, c'est on pense, on sent, on ressent, on exprime ses émotions, on a l'art de les teinter en fonction des circonstances, parce que de temps en temps, voilà, c'est pas tout à fait le moment. Et c'est en côtoyant ces gens-là, finalement, qu'on fait une espèce de rééducation via l'autre. Exactement, exactement. Et hop, je me lance. Alors, en résumé, donc, on pourrait dire que 1, on est tous avec des émotions. 2, les émotions nous mettent sur le chemin de nos besoins. Et 3, les émotions sont un moteur de la relation. Et du coup, la petite carte de 2 minutes de bonheur, parce que c'est à vous de jouer, hein, chers auditeurs. Écoute, on vous encourage cette semaine à prêter attention à ce qui se passe dans votre tronc, à nommer l'émotion qui va avec et à réfléchir à la manière dont elles peuvent être vos alliés dans votre vie quotidienne. Et puis, je vais terminer avec notre petite mousse qui nous vient de Tania Sénécal et qui nous dit « Exprimer ses émotions, c'est comme enlever les nuages noirs devant le soleil pour laisser pousser les fleurs. » Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.